Pour commencer, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont participé à cette organisation parce qu'il faut savoir que pour nous, patients, c'est vraiment quelque chose de très important. Pour une fois, c'est pas nous qui avons organisé quelque chose, c'est pas nous qui essayons de nous faire reconnaître, mais c'est le milieu médical et scientifique qui a décidé de parler du Covid long. Donc c'est la première fois que j'assiste à ce genre de réunion et franchement, ça fait vraiment plaisir. Enfin, je suis presque émue, presque, hein. Mais franchement, voilà. Si on se reporte à il y a un peu plus de 3 ans, le Covid long, c'était plus un mythe que la réalité. Il a vraiment fallu beaucoup batailler pour être considéré, pour être pris en charge. Et donc, voir que là, il y a une journée qui n'est pas à notre initiative, ben c'est quelque chose. Évidemment, il y a encore un long chemin à faire pour les patients qui souffrent du Covid long. Tout n'est pas rose. C'est vrai que les patients qui souffrent du Covid long rencontrent énormément d'obstacles, que ce soit dans leur prise en charge. Effectivement, il y a un parcours de soins qui existe maintenant, mais on rêve tous du traitement ou en tout cas, il peut encore évoluer et j'espère qu'il évoluera au fur et à mesure de l'évolution de la science. Mais voilà, il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Au niveau de la vie professionnelle, on rencontre également énormément de difficultés. Vous verrez, on va présenter des chiffres après et c'est vraiment éloquent, les conséquences que ça a pu avoir sur la vie professionnelle de certains. Au niveau de la vie sociale, ben, ça a aussi énormément de conséquences. Que ce soit vis-à-vis de la famille, mais on est un grand nombre de personnes à dire malheureusement, ben, moi j'ai perdu des amis parce que quand vous avez l'air tout à fait normal et d'avoir repris votre vie, mais que vous oubliez des choses importantes, ben, parfois les amis ils le prennent mal et ils s'en vont et c'est difficile à encaisser. Et puis, il y a aussi des conséquences au niveau financier pour beaucoup, parce que les réductions de salaire, parce qu'on a dû passer en mi-temps médical, voire on a perdu son travail, tous les frais médicaux, etc. Bref, il y a énormément encore de domaines sur lesquels il faut travailler. Mais on avance, on avance. Que dire de plus? Et donc, pour illustrer un petit peu tout ce que je viens de citer en vrac, on a décidé avec l'association de rassembler des chiffres. Donc, beaucoup de personnes ont répondu à des questionnaires, que ce soit en Belgique francophone, mais aussi en Flandre. Même, on a eu des données de Suisse et de France. Et donc, à ce sujet-là, ben, je remercie les groupes Après J20, donc ça c'est en France, Long Covid Suisse en Suisse et Post-Covid Humans Cap en Flandre qui ont collaboré. Et puis, je voudrais quand même rapidement remercier vraiment tous les membres de l'association parce que au début, j'étais très seule pour faire bouger les lignes, mais là, maintenant, il y a vraiment une très belle mobilisation et vous allez voir le travail qui a été fait. Moi, j'y suis pour rien, mais il est vraiment exceptionnel. Donc, voilà. Alors, ces chiffres, ils vont vous être présentés par Elena Loison, qui est doctorante en sociologie. Ils seront illustrés par des témoignages qui seront lus par Françoise Mignon, professeure de théâtre. Il me semblait bien qu'elle n'était pas là. Merveilleux, Valérie. Voilà. Et puis, il y aura des patients experts qui vont prendre la parole. Tout ça sera animé par Tommaso Antonacci. Et donc, les patients, en fait, on les considère plus, nous, comme des experts patients. Donc, le concept de patient expert, tout le monde le connaît, hein. On a une expertise de par, malheureusement, notre vécu de la maladie. Et ici, on a voulu avoir des patients experts, mais qui, en plus, ont une expertise supplémentaire de par leur métier, leur bagage théorique et pratique. Et donc, nous avons ici Christine Lambotte, qui est docteure en médecine générale. Nous avons alors Nadège Walleran, qui est infirmière, et ensuite Nicole Schneider, qui est docteure en médecine vétérinaire. Donc maintenant, je cède la parole à Elena Loison, parce que je n'ai presque plus de voix. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien partout. Non, mais t'inquiète, j'ai un micro. On va donner un micro comme ça. Merci beaucoup. Donc voilà, je m'appelle Elena, je suis doctorante en sciences humaines à l'ULB sur un sujet qui n'a absolument rien à voir, mais ça fait quand même de moi, on va dire, une caution scientifique dans tout ce qui va être présenté dans les prochaines minutes. Donc merci beaucoup d'être présent et présente, et merci de vous intéresser au Covid long, comme l'a dit Anne-Sophie, c'est quelque chose, c'est un problème qu'on a intéressé les gens au Covid long. Donc, avec mon camarade Tommaso et avec l'ensemble de la commission scientifique de l'ASBL, on a souhaité vous proposer de s'intéresser au Covid long au-delà des symptômes purs de Covid long qu'on a évoqués toute la matinée. Donc, plutôt se concentrer sur les enjeux, bon, un peu médicaux quand même, mais professionnels, relationnels, financiers, familiaux
qui sont entraînées par cette maladie. L'ampleur des symptômes a un fort retentissement sur la vie des malades, donc vous en êtes bien conscient si vous êtes ici. Et au-delà des récits individuels, on voulait vous proposer, ou en tout cas tenter d'objectiver un petit peu la réalité des malades atteints de Covid long. Donc, ce qu'on va vous présenter ici, c'est le résultat d'une enquête par questionnaire qu'on a menée entre juillet et septembre 2023 auprès donc, de malades atteints de Covid long en Belgique, mais aussi dans d'autres pays. Parce que face à certains résultats qui nous ont surpris et même en fait choqués, on a transmis ce questionnaire à nos homologues d'autres pays francophones pour voir un peu ce que ça donnait chez eux. On va redévelopper ce point un peu plus tard, mais la similitude des réponses entre des pays avec des systèmes de protection sociale, avec des systèmes de sécurité sociale si différents, nous a vraiment surpris. Donc voilà, donc très rapidement, c'était un questionnaire en 73 questions réparties sur 6 thèmes, le profil sociodémographique médical des personnes qui ont répondu, ensuite des aspects plus médicaux, des aspects en lien avec le travail, des aspects en lien avec les finances, et puis des aspects en lien avec la famille, les relations sociales de manière générale, et on terminera, ce sera notre conclusion, par des demandes et préconisations qui ont été émises par les patientes et les patients qui ont répondu. Donc, sur le questionnaire belge, nous avons 321 réponses. Sur le questionnaire francophone, 367. Donc, on est voilà, quasiment à 700 réponses au global. On va surtout se concentrer sur les résultats belges ici. C'est surtout des données donc, quantitatives, mais on a un matériau qualitatif extrêmement important qui est un peu sous-exploité, mais dont vous allez un peu entrevoir aussi les contours. Rapidement, et avant d'entrer dans la présentation des résultats purs, quelques précisions méthodologiques. Ce que nous allons vous présenter, c'est un format assez hybride finalement, avec des chiffres qui sont produits avec une intention par des personnes qui sont concernées par les enjeux qui sont évoqués et qui n'ont pas fait comme si, a priori, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient trouver. Donc, on n'est pas dans une démarche inductive du tout. Et donc, le tout, c'est quand même en tentant de s'inscrire dans une méthodologie qui se rapproche d'une certaine manière de normes scientifiques sur le questionnaire. Ce questionnaire, du coup, c'est le résultat de plusieurs équilibres, de plusieurs arbitrages. Un équilibre entre les enjeux qui parlent réellement aux malades au quotidien, donc en dehors de la symptomatologie, mais aussi leur capacité en termes d'énergie à répondre à un questionnaire. Quelle longueur, quel type de questions? Et de manière très pragmatique, la capacité en énergie de nous, des chercheurs de cette enquête. Quelle énergie on peut mettre sur cette enquête alors que nous sommes nous-mêmes atteints de Covid long, atteints de Covid long. Et puis donc cette volonté méthodologique de rester quand même dans quelque chose d'assez structuré malgré tout ce qu'on vient de dire. Donc voilà, le principal, ça nous amenait donc à faire des arbitrages, mais ça a des conséquences sur les questions évidemment et sur les réponses. Donc très rapidement, les patients ont été contactés principalement via des groupes Facebook de malades francophones, néerlandophones, via des médecins qui ont une patientèle Covid long plus ou moins importante et via des réseaux d'interconnaissance. La présence, le rôle du groupe Facebook, ça a une très grosse conséquence principale, c'est qu'on est face à des patientes et des patients qui s'identifient comme Covid long. Voilà, les recherches en santé publique l'ont déjà montré, il ne suffit pas d'être atteinte d'une pathologie X pour s'identifier malade X, d'une maladie X. Il y a des facteurs qui entrent en compte, des facteurs sociodémographiques en termes d'âge, d'origine, de genre, etc. Et dans le cas du Covid long, le fait ou non d'avoir un diagnostic officiel a probablement une influence très importante sur la probabilité de se trouver ou non dans un groupe Facebook dédié à la maladie. En lien avec ce constat, il est fortement probable également que le sentiment d'identification au Covid long est poussé donc à chercher un diagnostic en lien avec l'intensité de la symptomatologie, la capacité qu'a ou non la maladie à entraver le quotidien d'un point de vue cognitif, d'un point de vue physique. Pour le dire plus clairement, les 321 personnes qui ont répondu ne sont probablement pas représentatives de ce que serait l'intégralité des malades Covid long de Belgique dans l'absolu. C'est-à-dire que nous passons très certainement à côté des cas de Covid long les plus légers, les moins handicapants au quotidien. Pour être honnête, la médecine passe très probablement à côté de ces cas également. Nous n'avons pas non plus ceux les plus sévères qui sont alités de longues heures dans la journée, qui peinent juste à se nourrir et qui ne pourraient même pas lire une question de ce questionnaire. Nous n'avons ni les pires, ni les moins pires. Pour aller, voilà... La seconde chose à souligner, c'est que nous n'avons pas interrogé les patients sur leurs symptômes propres. On n'a pas voulu faire comme Scienziano parce que, en fait, ça fait 3 ans qu'on passe nos journées à répondre à ce genre de questionnaire. Donc, il y a un effet
quand même de ce qu'on appelle la survey fatigue. C'est cette idée que si on fait passer beaucoup de questionnaires sur des thèmes assez proches dans un laps de temps court à un même groupe de personnes, ces personnes vont se lasser, vont arrêter de répondre ou vont arrêter de répondre en cours de questionnaire et ça a une influence sur la qualité des données. Nous, on n'a pas eu cette réflexion-là sur la qualité des données, on l'a eu sur la santé des malades. Ne pas soumettre, ne pas faire perdre de l'énergie pour quelque chose qui n'apportera rien. Enfin, qui, en tout cas, très pragmatiquement, ne nous apportera rien à ce stade. Donc voilà, je conclue sur la méthode. Notre questionnaire compte 73 questions, c'est un long questionnaire, ça prend à peu près 15-20 minutes pour quelqu'un qui a plutôt ses capacités cognitives avec soi pour être rempli. Et donc voilà, beaucoup de malades ne les ont pas. Donc nous, ce qu'on a fait, l'arbitrage méthodologique le plus important qu'on a fait, on s'est dit qu'on allait limiter les questions ouvertes. Une question ouverte, ça veut dire écrire un paragraphe et donc devoir prendre, déjà avoir l'imagination de ce qu'on veut écrire, l'envie, l'énergie. Et donc ça, fois 73, c'est absolument impossible. Donc on a fait des questions fermées dans la mesure du possible en donnant toujours la possibilité d'avoir des réponses ouvertes. Et donc, les questions fermées, pour aller rapidement, ont été établies donc, à la fois en prenant les enjeux qui remontent sur les groupes Facebook, les précédentes études qui ont été faites, donc, notamment par Scienziano, notamment par le KCE. Et puis après, on a testé notre questionnaire et nos réponses fermées sur une douzaine de malades qui nous ont aidés à formuler d'autres réponses fermées. Donc voilà. Voilà. Donc, qui sont les malades de Covid long de notre étude, notre modeste étude. Donc, concernant le profil, voilà, rien de nouveau, on va dire, par rapport à ce qui a déjà été dit depuis 36 mois maintenant, c'est à l'écrasante majorité des femmes. Donc, chez nous, c'est 82% de femmes qui ont répondu. On constate aussi, donc comme on l'a évoqué, que nous avons des patients qui sont globalement en capacité de répondre par eux-mêmes, par elles-mêmes à ce questionnaire. C'est le cas de tout le monde, des 321 personnes, sauf 6 personnes dont c'est les proches qui ont répondu et 7 personnes qui ont répondu pour leur enfant atteint de Covid long. On va y revenir un peu plus à la fin de la présentation. En termes d'âge, on est là encore dans ce qu'on a déjà évoqué depuis ce matin. Une moyenne d'âge de 46,7 ans, un âge médian de 47 ans, un malade le plus jeune qui est un petit garçon de 7 ans, une malade un peu moins jeune qui est une femme de 78 ans. Et donc, en conformité avec la plupart des études à ce propos, on constate que l'immense majorité des personnes, donc 89%, n'ont pas été hospitalisées pour leur Covid. Enfin, dernier point, on va dire démographique, concernant la région d'origine, voilà, il y a un énorme déséquilibre, hein, vous le voyez de vous-même, il y a une très très forte surreprésentation de la Wallonie et de fait une très très forte sous-représentation de la Flandre et un peu de Bruxelles également. Donc ça va s'expliquer de manière très simple par une bien meilleure circulation du questionnaire dans les groupes Facebook francophones, en dépit d'une traduction de ce questionnaire en néerlandais qui est intervenue un peu plus tardivement dans notre processus de collecte de données. Ensuite, toujours rapidement, le profil, on va dire, médical. On est sur des personnes qui sont malades depuis longtemps. La moyenne, les personnes sont malades en moyenne de Covid long depuis 26,1 mois, avec un peu plus longtemps en Belgique francophone et seulement 24,6 mois en Belgique néerlandophone, en Flandre. Nous avons des gens qui sont malades depuis 43, 44 mois dans le questionnaire. Et donc voilà, ces personnes n'ont pas guéri miraculeusement. Donc on peut aussi souligner que parmi les réponses, il y a certes plus de Covid long développé avant septembre 2021, qui est en Belgique le pic de vaccination à 2 doses, le moment où on a atteint le plus haut taux dans la population de vaccination à 2 doses, qui à l'époque était pensé comme une protection contre le Covid long. Voilà, ce qu'on constate, c'est qu'on en a certes un peu plus dans les répondants qui sont avant cette période-là, mais on en a quand même quelque chose qui se rapproche de la moitié qui était dans la période d'après. Et on a aussi des répondants qui déclarent avoir développé des symptômes de Covid long consécutifs à une vaccination. Donc voilà, les malades n'ont pas guéri et donc on leur a demandé, voilà, vous diriez, depuis que vous êtes malade, globalement, comment ça a évolué. Donc voilà, question fermée, on a tenté de faire, on va dire, des scénarios. Voilà, désolé, le sens, c'est pas tout à fait le bon. Mais donc, en gros, ça part de « je suis guérie » à « aujourd'hui, je suis à 75-90% de mes capacités », 45-60, c'est encore compliqué, mais il y a du mieux, on va dire. 15-30, c'est un peu lent, mais il y a un peu de mieux. Une catégorie, ça fluctue entre du « ok, bof » et du « ça va pas », et puis des différents degrés d'empirement. Donc là, vous le voyez, sur les personnes qui ont répondu, la question qui revient le plus, c'est cet état très paradoxal, ces montagnes russes qui, de manière du coup paradoxale, donnent l'impression de stagner. Ça va mieux, ça va moins bien, et en fait, on n'a pas l'impression que son état avance correctement, et pendant parfois 36-40 mois, on fait ces montagnes russes.
Voilà, donc maintenant que le profil, on va dire, général est un peu dressé, on va s'intéresser à un premier aspect qui est leur parcours de malade, le suivi, l'accompagnement médical que ces personnes ont reçu. Donc, on a 90% des personnes qui ont répondu, qui ont un diagnostic formel de Covid long par un ou une professionnelle de santé. Il y a un délai moyen donc, dans les répondants de 8 mois entre le développement des premiers symptômes évocateurs de Covid long et le diagnostic formel. Sur ces 8 mois, il faut avoir bien conscience que quand on regarde un peu par année de contamination déclarée, pour les personnes qui ont été malades en 2020, ça a pu prendre entre 12 et 18 mois, parfois c'est toujours pas le cas. Pour les personnes, parce que pas de PCR, pour les personnes qui ont été malades à partir de 2022, de 2023, on peut avoir des diagnostics extrêmement rapides qui vont de quelques semaines à 2-3 mois, ce qui peut paraître rapide quand on est des malades de 2020. Donc voilà, donc pour cette raison, la durée médiane d'errance médicale, elle est à 6 mois. Ensuite, c'est une évidence, les médecins généralistes sont en première ligne pour dépister et accompagner les patients et les patientes. Donc les 3/4 des personnes qui ont répondu déclarent être suivies par un médecin généraliste pour leur Covid long. Mais ce qui ressort de manière extrêmement forte du questionnaire, c'est que avoir un médecin qui nous suit pour un Covid long, ça ne veut pas dire être suivi pour son Covid long. On a demandé dans le questionnaire, voilà, votre médecin, donc encore une fois sur ces fameuses questions fermées, quel type de support, de soutien, pardon, vous apporte votre médecin. Donc voilà, on a un peu essayé de faire une typologie qui va de aucun on ne me croit pas à on me croit mais bon c'est tout, à on me croit, on ne sait pas, on aimerait savoir mais voilà, à ah oui non je te crois, j'ai vu tel article et je me renseigne. Et j'ai pas de médecin généraliste pour certains. Donc c'est parce qu'on connaissait notre situation qu'on n'a pas voulu faire semblant qu'on aurait des réponses incroyablement positives. On a laissé la porte ouverte à ça, il y avait une question ouverte à la fin qui n'a pas forcément donné du coup de réponse incroyablement positive. Donc, ce qu'on constate avec ces chiffres, c'est que les généralistes ne sont pas nécessairement opposés au Covid long, qu'on n'est pas forcément sur quelque chose de purement idéologique de leur part, dans leur suivi, mais qu'il y a une majorité, donc vous le voyez, un soutien modéré, qui n'a pas le temps de s'intéresser, ou pour d'autres raisons, en profondeur aux publications récentes, aux avancées médicales, aux éventuelles pistes thérapeutiques. On parlait de l'Azaflo systématiquement, par exemple, il y a plein de médecins qui ne sont pas du tout au courant, et quand on leur dit qu'on en prend, alors là, c'est panique à bord. Et donc, il y a ce besoin que les informations soient transmises de manière extrêmement, on va dire, prémâchée, si vous me permettez l'expression. Que les institutions soient proactives dans la formation. Il y a un besoin d'aide pour soigner et accompagner. Et donc, on constate d'ailleurs que plusieurs généralistes ont fait le déplacement aujourd'hui pour être dans cette salle, et merci beaucoup. Ce rôle de généraliste et cette demande d'aide pour les Covid longs est d'autant plus important qu'un tiers des personnes qui ont répondu n'ont pas de suivi pour leur Covid long en dehors d'un généraliste. Par ailleurs, les personnes, donc en général, ont bien précisé de quel suivi ils et elles parlaient. Ça va être un suivi dans des programmes de revalidation, dans des cliniques Covid long, donc dans des suivis fondamentalement provisoires. Donc plusieurs ont dit, j'ai été suivi par exemple à l'hôpital Brugman, maintenant j'ai fini la revalidation, du coup c'est vrai que là j'ai plus trop de suivi. Donc on est sur des logiques un peu comme ça. Donc c'est encore une fois un chiffre qui n'est pas si explicite qu'il ne semble l'être. Par ailleurs, un autre enjeu très fort qu'on a voulu aborder, c'est la remise en cause régulière du Covid long, qu'ont vécu pas mal les premiers patients jusqu'en 2022, et je ne dis pas que les gens de 2022 n'ont rien connu, et que continuent à vivre certains malades. Donc on a demandé, est-ce qu'un jour, à un moment, dans une interaction en lien avec le Covid long, on a remis en cause votre Covid long? La réponse est oui, donc dans, on va dire, 2/3 des cas, un peu moins de 2/3 des cas. Donc quand on croise la réponse avec l'année d'infection, là, c'est très très clair que ce sont les personnes les plus récemment touchées qui répondent non. Donc il y a quand même un effet des campagnes de sensibilisation, d'information. On est démunis, mais au moins on ne dit plus non, non. Enfin, moi, on m'a dit de rentrer dans le sud de la France parce que je manquais de soleil. On ne dit plus ça a priori. Pour les autres, et c'est très important pour la suite de ce que je vais dire, qui ont dû se battre plusieurs mois et faire face à des formes de mépris pour accéder à un diagnostic, à une forme de reconnaissance, à une forme d'aide, ce passé, il a une influence extrêmement forte dans le rapport aux médecins, dans le rapport à la médecine, et en un sens dans le rapport à la science, donc on va y revenir. Et donc, je vous propose d'écouter donc un premier court témoignage, c'est celui d'Heidi, elle a 44 ans, elle a développé donc une encéphalomyélite myalgique suite à son Covid. Et donc, ce qu'elle a affronté, c'est surtout l'impuissance des médecins. Et c'est Valérie qui va nous lire ceci. J'ai 44 ans, un mari, des enfants, une famille unie.
Avant d'être contaminée par le Covid, j'étais active, pas de problème de santé particulier. Ergothérapeute, je travaillais à temps plein, j'avais les week-ends et temps libres bien remplis, une vie normale. Le Covid provoque chez moi, de façon fluctuante, environ une vingtaine de symptômes différents. En 21 mois, j'ai eu 53 consultations médicales, dont 32 rendez-vous avec un médecin traitant. Les 21 consultations restantes ont été prises chez 9 spécialistes différents. J'ai réalisé des dizaines d'examens. Au début, les médecins se voulaient rassurants. Ce n'est pas une pathologie organique, il faut beaucoup de repos et de patience. Vous allez vous remettre, mais il faut du temps. Puis, j'ai voulu reprendre le travail. J'ai tenu environ 3 mois à travailler 4h30 par jour pendant 4 jours, jusqu'à ce qu'un jour je fasse un crash, comme on dit dans le jargon de l'encéphalomyélite myalgique. Complètement vidée, j'ai repris mes investigations avec l'appui de mon médecin traitant, très soutenant, mais aussi très démuni. Et là, j'ai vraiment senti le décalage entre nos attentes de patients, notre croyance que les médecins savent tout et ce que la médecine peut réellement. J'ai ressenti de l'impuissance chez certains, une volonté de vouloir m'aider chez d'autres, des phrases maladroites également. Sur les 9 spécialistes rencontrés, je ne me suis sentie maîtrisée que face à une seule médecin. Je m'estime chanceuse. Je sais que d'autres patients attendent depuis plus longtemps que moi et ont entendu des atrocités. En frappant à toutes ces portes, à chaque fois, j'avais l'espoir qu'on trouve quelque chose. Plusieurs médecins m'ont dit combien ils étaient impuissants face à cette maladie. Alors je m'informe de mon côté, je me documente pour découvrir tout ce qui existe sur l'encéphalomyélite myalgique. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier les médecins traitants et spécialistes qui m'ont écouté, soutenu, accompagné, ceux qui ont essayé des traitements qui n'ont pas fonctionné, ceux qui ont eu l'honnêteté de me dire qu'ils sont encore démunis face au Covid long, ceux chez qui je n'ai pas lu dans leurs yeux que mon discours était fou, ceux qui ont de l'humanité dans leur travail, même s'ils n'ont pas la solution, et qui me disent qu'il faut garder espoir. Sens des médecins de première ligne que sont les généralistes, elle a aussi des forts effets sur les soins évidemment proposés aux patients. Donc on va évoquer tout ça plus spécifiquement maintenant en s'attardant sur ce que notre questionnaire nous dit sur le trajet de soins qui a été mis en place par l'INAMI en juillet 2022, je dirais. Donc rapidement, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un dispositif qui devait permettre aux patients de Covid long de bénéficier d'une prise en charge intégrale de certains soins, notamment kiné, logo, ergo, neuropsy. La première question pour les patients et les patientes était assez simple. Avez-vous mis en place un trajet de soins? Donc, pour être honnête, on a été un peu étonnés dans le sens où, comme vous le voyez sur le graphique, un quart des répondantes et des répondantes ne sait même pas ce qu'est le trajet de soins. Alors, c'est un chiffre qui est assez interpellant dans le sens où, comme on l'a dit dans la partie méthodo, on a recruté sur un groupe Facebook donc avec de personnes qui, globalement, s'identifient Covid long et donc qui, globalement, de par leur présence sur ce groupe, font partie des Covid longs qu'on peut supposer être les moins mal informés sur la maladie, les recherches scientifiques, les dispositifs médicaux, politiques qui leur sont dédiés. Et c'est d'autant plus quelque chose qu'on peut supposer que le trajet de soins, ses modalités, toutes les questions des patients, ça a inondé ce groupe Facebook depuis 12 mois à peu près, parce qu'on ne comprend pas forcément très bien comment ça marche et on va y revenir. Mais donc voilà, vous voyez que en fait, pour une partie qui correspond quasiment un peu plus de la moitié, il n'y a pas eu de mise en place de ce trajet de soins. Donc voilà, on entrevoit quand même ici un problème de communication vers les malades, mais également vers les médecins, puisque ce que on va vous montrer à présent, c'est un autre chiffre qui nous a surpris, c'est la très faible proportion de médecins qui ont proposé d'initiative de mettre en place ce trajet de soins. Donc ils ne sont que 16% parmi les réponses qu'on a obtenues à être dans ce cas de figure. Pour le dire autrement, dans 84% des cas, soit la personne était au courant de l'existence et l'a demandé, soit elle ne l'était pas et n'en a pas bénéficié. Nous avons ensuite demandé aux personnes si elles avaient, donc, qui l'ont fait, qui ont mis en place, si elles avaient rencontré des difficultés dans la mise en place. Donc à nouveau, la réponse, c'est qu'on constate que pour les 2/3 des personnes qui l'ont mis en place, la réponse est oui, on a eu des obstacles. Donc pourquoi
Voilà, on va faire un peu de qualitatif. Là, les questions étaient ouvertes et les explications peuvent être regroupées dans différents types de problématiques qui répondent, que les répondants avaient la possibilité d'expliquer dans un petit texte libre. Donc, la chose qui est revenue le plus, c'est la réticence des médecins. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'administratifs, ça leur donnait un rôle qui était vraiment très contraignant, et donc certains ont choisi de ne pas le remplir. Donc on a des témoignages. La difficulté vient du médecin traitant qui ne s'y intéresse pas. Il parle de paperasse. Je lui ai demandé 5 fois au moins. Une autre personne qui dit, le médecin m'a demandé de coordonner moi-même les appels entre spécialistes. Une autre personne qui nous dit, c'est difficile de persuader mon médecin de le mettre en place. Elle l'a ouvert en monodisciplinaire parce qu'elle trouvait que c'était trop compliqué d'organiser des réunions avec les différents prestataires de soins. Deuxième élément qui a été remonté dans les difficultés, c'est trouver des spécialistes, et trouver des spécialistes qui maîtrisent le Covid long. Donc, quelqu'un qui nous dit, il y a beaucoup trop peu de psychologues conventionnés, j'ai été refusée partout. Les kinés ne savaient pas comment accompagner le Covid, j'ai été refusée. Et puis j'ai été refusée par les logos, les ergos, qui ont déjà trop de patients. Troisième problème remonté, c'est au niveau des mutualités cette fois. Des refus des mutualités d'engager le trajet de soins, parfois sans explication, parfois parce que le PCR est trop vieux, en général de l'année 2020-2021, qui donc, c'est un point qui se mord la queue, représente la plupart des patients qui ont répondu ici. Et on nous dit, donc voilà, les codes ne sont pas reconnus par la mutualité, je n'ai jamais été remboursée, ou les codes introduits par le remboursement n'ont pas été acceptés par les mutualités. Dernier problème qu'on peut signaler, c'est que, voilà, comment trouver un médecin agréé? Il y avait l'obligation d'avoir un kiné agréé, un psy agréé, etc. Comment on les trouve? Ça, c'est encore un peu le mystère. Ça paraît très accessoire, mais ça a été un très gros obstacle pour plusieurs patients. Comment on trouve ces personnes? Comment on sait qui, à côté de chez nous, ou même un peu plus loin de chez nous, est agréé? Donc, quelqu'un qui nous dit, je n'ai pas trouvé de médecin agréé pour mes soins, j'ai tous les accords de la mutualité, etc., mais j'ai quand même terminé dans le circuit privé. Pourtant, j'ai vraiment essayé, mais personne n'a la liste des médecins agréés, même pas la mutuelle. Tout ce qui vient d'être dit, à la fois sur les aspects médicaux en général et sur le trajet de soins, ça dessine à gros traits ce que j'ai choisi d'appeler une charge mentale médicale pour les malades que le trajet de soins n'a pas réduit, voire par certains aspects a aggravé. Cette charge mentale, elle va se traduire de plusieurs manières. Des efforts à fournir pour être crus par les soignants, des efforts à fournir pour trouver des soignants et soignantes qui acceptent de s'intéresser au Covid long, d'être un petit peu proactifs sur le Covid long si si effectivement ils acceptent de nous croire. Puis un travail personnel assez intense de suivi, de veille des avancées scientifiques du Covid long, pour ensuite pouvoir arriver chez son généraliste et dire « Regardez, l'Azaflo, ça pourrait être pas mal ». La nécessité également, et c'est ça qui constitue peut-être le plus gros de la charge mentale encore maintenant, alors qu'on est dans la 4e année du Covid, c'est la nécessité de devoir toujours bien s'assurer que les soins proposés par des personnes qui n'ont pas de formation spéciale pour le Covid long ne risquent pas d'aggraver les symptômes. Donc ici, on peut penser par exemple à la revalidation qui a parfois été pratiquée sans screening des malaises post-effort et qui continue parfois à être prescrite de manière assez systématique sans que ce screening soit fait, alors même que environ, je crois, 30% des Covid longs sont sujets à ces malaises post-effort. Et le tout, alors que ces personnes, on le rappelle, sont malades, ont des difficultés cognitives, ont des difficultés physiques, ont une énergie limitée à fournir par jour. Donc voilà, on va regarder le témoignage d'Emeline, qui est une patiente atteinte de Covid long depuis plus de 2 ans et qui donc va vous raconter un peu cette histoire de charge mentale médicale.
Voilà, on voudrait conclure ce passage sur le rapport à la santé, le trajet de soins, la charge mentale médicale, avec un témoignage qui résume tout d'un malade qui nous dit, donc à propos du trajet de soins d'une amie, la mutuelle me disait que ça n'existait pas alors que le trajet de soins existait bien. Comprendre quel code mettre, c'était quand même très compliqué. Le kiné au début ne pouvait pas rentrer le bon code dans son programme. Le médecin généraliste, le neuropsy n'était pas au courant que ça existait. J'ai dû tout vérifier pour moi-même, pour eux. Et je ne comprends toujours pas comment fonctionnent les dates du parcours de soins qui se rallongent. Il faut un cerveau qui fonctionne pour lire et comprendre ce que je n'ai pas. Le trajet de soins est un parcours du combattant. Donc, les personnes qui n'ont pas entamé ce trajet de soins, on leur a demandé pourquoi. Donc, en quelques mots, parce que ça recoupe beaucoup les difficultés rencontrées, il y a donc l'inadéquation entre les besoins, les symptômes et le traitement proposé dans le trajet de soins. Le délai de lancement qui est un peu tardif, même si voilà, c'est la faute à personne, c'est-à-dire qu'une grande partie des malades avaient déjà suivi les soins proposés, notamment en kinésithérapie. L'anticipation de la charge mentale par certains malades, donc en lien avec ce trajet de soins, l'absence de spécialistes près de chez soi, l'incompréhension du fonctionnement, toutes les craintes, tout ce qui a été dit dans les difficultés s'est avéré pour ces personnes qui l'avaient vu venir. La méconnaissance de l'existence du trajet de soins, les médecins qui ont refusé, soit parce qu'ils ne savent pas comment lancer le trajet de soins, soit parce que pour eux, la personne n'a pas le Covid long, soit parce que le médecin ne croit pas en l'existence même du Covid long. Enfin, il y a un enjeu de prise en charge insuffisante de certains soins. Et là, on pense au financement des soins en psychologie qui avait été annoncé comme pris en charge au lancement du trajet de soins avant qu'il y ait un changement 2 semaines plus tard et que ces soins ne soient plus pris en charge. Alors voilà, maintenant qu'on a évoqué les aspects médicaux, on voudrait s'intéresser aux aspects plus personnels, à commencer par les difficultés en lien avec le travail. Donc, sur ce point-là, on a des chiffres plus inquiétants que ceux qui ont été présentés ce matin. On a 89% des répondantes et répondants qui ont connu au moins une interruption totale de leur activité professionnelle. Ce chiffre, il est à mettre en lien avec ce qui a été dit au début. Il est probable que les personnes qui ont répondu ne soient pas parmi les personnes les plus atteintes, mais ne sont pas non plus les plus légers. Et que dans ce cadre-là, une interruption prolongée du travail peut faire partie d'un processus intellectuel et psychologique qui va dans le sens de se reconnaître et s'identifier Covid long, et donc d'être dans un groupe, et donc de répondre à un questionnaire qui traite de ces enjeux. Ces arrêts ne sont pas des arrêts courts. La durée moyenne d'interruption déclarée est en moyenne de 15,1 mois. Et on revient sur ce qui a été dit. Donc, plus haut, nous avons un groupe qui ne s'est pas miraculeusement guéri comme ça, et donc qui stagne. Donc, ça nous fait un total, sur les 321 réponses de ce questionnaire, de 3 558 mois de travail non réalisés qui ont été déclarés, soit l'équivalent de 78 265 journées de travail perdues, quand on compte sur un mois qui serait de 21 jours ouvrables de travail. Et donc, après, voilà, on a demandé aux personnes leur temps moyen de travail avant et après Covid, et on passe de 34 heures de travail à 10,7 heures en moyenne, avec une légère différence entre la Flandre et les francophones, où ça travaille beaucoup plus en Wallonie, en moyenne 3 heures par semaine en plus avant et après. Alors, on arrive maintenant à un résultat qui nous paraît probablement le plus inquiétant de tout ce qu'on va vous présenter, c'est le chiffre de retour au travail déclaré. La question était, depuis que vous êtes atteinte de Covid long, avez-vous pu reprendre une activité professionnelle à temps plein? Donc, vous le voyez, les chiffres sont assez bas, bien que morcelés. Donc, actuellement, on a 7% qui ont pu reprendre, 2% qui n'ont jamais arrêté. Ça fait un total de 9%, donc moins de 10% des gens qui, au bout de ce parcours, ont pu reprendre une activité à temps plein, leur activité à temps plein d'avant. Quasiment la moitié n'a pas du tout pu reprendre une quelconque activité, vous le voyez, et pour une autre moitié, on alterne entre un travail en temps réduit ou des allers-retours entre on travaille, on se crache, on arrête, on essaie d'y retourner, on se recrache, etc. Une espèce de spirale dont on sort pas complètement. Un autre chiffre qui nous paraît assez inquiétant, c'est le taux de perte d'emploi lié au Covid qui a été déclaré dans le questionnaire. Donc, vous le voyez sur le graphique qui est derrière moi, nous avons à peu près une personne sur 6 qui a purement et simplement perdu son emploi du fait du Covid long et d'une maladie qui en fait dure. Pour 6% des répondantes et des répondants, il s'agit d'une menace proche et clairement exprimée. Ces deux chiffres nous ont vraiment intrigués, donc on ne s'attendait vraiment pas à ce que ce soit si haut, et donc mon camarade Tommaso a souhaité voir si ça se limitait à la Belgique. Donc il a diffusé notre questionnaire au-delà des frontières de la Belgique, dans les autres pays francophones, et là on a eu la surprise de constater que les proportions de retour au travail et de licenciement en lien avec le Covid long sont très similaires, notamment en France. Donc là, c'est les chiffres d'un questionnaire, donc le fameux questionnaire francophonie. Donc c'est quasiment que des Français, on ne va pas se mentir. Enfin, c'est 90%. Il y avait moins de 20 Suisses, un Luxembourgeois, et puis il y a quelques Belges qui ont quand même répondu aux questions.
Et donc voilà, et vous voyez qu'on retrouve cette proportion, on est sur moins de 10% de retour à temps plein, on était à 44 pour la Belgique de non-reprise, on est à 48 donc en France, Suisse, etc. Les alternances sont grosso modo les mêmes, et les chiffres de perte d'emploi sont un peu plus hauts donc, dans le cas de ces autres pays, mais la question de la menace n'a pas été mélangée. Donc il y a un enjeu de réencodage des données sur cette question. Alors, voilà, on voudrait enfin s'attarder sur l'enjeu du travail sur le cas des professions dites de première ligne. Ce cas de figure concerne 53% des personnes qui ont répondu à notre questionnaire. Et donc voilà, on le sait, vous le savez, vous soignants encore mieux que nous, ce sont des professions qui ont été surexposées durant cette crise sanitaire et cette crise qui dure, notamment en mars, avril et mai 2020. Ce sont des personnes qui ont beaucoup donné pour que la société continue de tourner, qui se sont investies au pic de la crise sanitaire et qui, en retour, ont parfois été infectées, ont parfois contracté des Covid longs et qui ont parfois, aujourd'hui, des formes handicapantes de la maladie qui leur empêchent toute activité professionnelle ou des formes à temps partiel, qui ont des difficultés à faire reconnaître leur Covid long en maladie professionnelle. De manière générale, à faire reconnaître qu'elles ont été envoyées, ces personnes, excusez-moi, au casse-pipe, sans protection. Elles sont aujourd'hui très peu soutenues par les pouvoirs publics, ce qui est particulièrement cynique quand on pense aux agents de la fonction publique. On va écouter maintenant le témoignage de Louise, mise à la pension anticipée à 54 ans, après 30 années en tant qu'infirmière dans divers hôpitaux de Belgique, Covid long depuis la première vague en 2020, contaminée par d'autres patients. Mars 2020. Je travaille à l'hôpital à temps plein depuis 30 ans comme infirmière. Mars 2020. Tous les hôpitaux de Belgique entrent en phase d'urgence pour répondre à la pandémie du SARS-CoV-2. Tout le personnel soignant est réquisitionné sur le terrain. Je suis assignée à l'accueil des familles. Dans ce hall d'accueil, il ne reste que les larmes, les cris de douleur des enfants qui perdent leurs parents. Dès la nuit tombée, nous assistons, impuissants, au ballet incessant de corbillards qui, en silence, viennent chacun à leur tour rechercher les dépouilles. Nous sommes des soignants, nous adorons notre travail. Personne ne manque à l'appel. Nous travaillons sans ménagement, nous enchaînons, sans pause, sans week-end. Nous abandonnons nos jours de récupération, de repos, de vacances, et ce pendant des mois. Parce que nous ne travaillons pas aux urgences, en réanimation ou dans le service Covid, nous n'avons pas de masque pour nous protéger. Il n'y en a pas assez pour tout le personnel. Pas de survêtements jetables, ni de gants. Mars 2020. J'attrape le Covid pour la première fois. À mon retour au travail, je suis épuisée, j'ai des problèmes de mémoire. Alors on m'a signé une nouvelle tâche, préleveuse PCR en polyclinique pour les patients qui vont être hospitalisés. J'ai droit à un masque FFP2 par jour, des lunettes de protection, des gants, et je dois désinfecter mon local entre chaque patient. Mais je ne me sens pas très bien. J'ai des maux de tête quasi quotidiens, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée. Je suis convoquée par la commission des pensions après 6 mois d'absence sur demande de ma direction. J'ai pu leur donner mes clichés de scintigraphie cérébrale réalisés à Bruckmann, les résultats de mes divers examens, car je commençais des infections à répétition, mes rapports de neuropsychologie. Cette commission a décidé de me laisser encore 6 mois sous le couvert de la mutuelle pour me soigner. 6 mois plus tard, j'avais toujours autant d'oublis, de soucis neurologiques, des problèmes provenant du système nerveux central autonome, d'épuisement immunitaire. Ils ont décidé de me pensionner pour cause d'invalidité physique. Après tout ce que nous avions encouru comme risque, tout ce que nous avions mis entre parenthèses dans nos vies, tout ce que nous avions donné, après tout ce que nous avions vu, subi, je trouvais ça vraiment injuste et violent de recevoir ce rapport. Après 30 ans de travail à temps plein, une vie professionnelle bien remplie avec des responsabilités, envoyée au front sans protection, me voici, invalide, dépendant d'une caisse sociale. Et le pire est que l'État, le fédéral, FEDRIS ne reconnaissent pas ce Covid long comme maladie professionnelle. Seule l'infection au Covid est reconnue.
J'ai demandé une reconnaissance de handicap accordée à 66% pour le 1er janvier 2023. Une carte de stationnement, quelques centaines d'euros défalqués sur les impôts et le cadastre, c'est tout. Je dépasse un peu le statut BIM pour avoir droit à d'autres aides. Le Covid long n'est pas reconnu comme pathologie lourde, grave, chronique par les mutuelles. Parfois, une prise de sang bien spécifique me coûte 146 euros. Parfois, je ne vais pas aux urgences parce que je ne sais pas si je saurai honorer ma facture. Et encore, je m'estime chanceuse. Je marche, j'ai une famille, des proches en or, mais ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. J'estime avoir rempli mon contrat de travail, ce qui n'a pas été et n'est toujours pas le cas du côté des pouvoirs politiques. Aidez-nous. Voilà, alors le témoignage de... Pardon. Donc le témoignage de Louise le laisse sous-entendre, les difficultés professionnelles, les dépenses médicales accrues, ça peut plonger une partie des patients et des patientes dans des grandes difficultés économiques. C'est ce qu'on va aborder maintenant. On va aller beaucoup plus vite, il n'y aura plus de témoignages de patients. On a perdu un petit moment au début. Donc voilà, on le voit sur ce graphique. Est-ce que les problèmes de santé ont engendré des difficultés financières? La réponse est globalement oui. Les patients sont souvent, comme beaucoup d'autres patients de maladies chroniques, confrontés à la combinaison d'une perte de revenus et d'une augmentation des dépenses médicales. Donc, on retrouve bien cette combinaison ici. Les répondantes ont déclaré une perte de revenus mensuels nets depuis le Covid long estimée à 48%. Par ailleurs, 89% des réponses soulignent avoir des dépenses de santé accrues depuis le Covid long, un montant moyen supplémentaire de 1 513 euros. Donc, pour cette raison, on arrive à ce constat, 65% des personnes qui ont répondu font part d'une anxiété en lien avec leur situation financière actuelle. Par ailleurs, près de la moitié des répondantes ont bien bénéficié de revenus de remplacement, à l'immense majorité des mutualités, mais un quart n'a rien eu et dit aurait bien aimé avoir. Et de fait, nous, on constate que près d'une personne sur 5 dans notre questionnaire a dû emprunter de l'argent pour faire face aux dépenses liées à la maladie. Voilà, donc cette situation, évidemment, ça a un impact sur le quotidien des personnes, sur leur capacité à se soigner. 40% des personnes interrogées, répondantes plutôt, dit avoir renoncé à des soins en raison des contraintes financières causées par le Covid long. Donc, par ordre d'apparition d'importance dans les témoignages, ça concerne de manière extrêmement majoritaire l'aide pour le ménage, des aides pour le ménage, des aides pour les courses, l'administratif, les repas. Quand on est fatigué, ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à accomplir et ce sont des choses pour lesquelles les patientes, les patients, à l'heure actuelle, n'ont pas l'aide suffisante. Renoncement à des consultations, des soins, des examens en lien avec le Covid long. Adaptation, un enjeu d'adaptation du logement au handicap causé par le Covid long, des renoncements à des consultations, des soins, des examens pour soi ou pour ses enfants sans lien avec le Covid long sur des soins qui vont être de manière générale moins bien pris en charge. Par ailleurs, il y a aussi l'enjeu de renoncer à certaines thérapies en lien avec le Covid long, la stimulation du nerf vague qui est beaucoup revenue, certains compléments alimentaires comme le butyrate, etc. etc. Alors, la dernière chose que l'on souhaitait évoquer avec vous cet après-midi, ce sont les conséquences de la maladie sur les relations humaines, familiales, sociales, etc. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'environ un tiers des malades n'ont aucune famille ou proche qui peuvent les aider à gérer leurs rendez-vous médicaux, l'achat des médicaments, la prise en charge de la maison, l'aide administrative. Et on revient sur l'enjeu des aides ménagères, des aides administratives qu'on vient à l'instant d'évoquer. La deuxième chose, c'est que les symptômes de Covid long sont de nature à entraver les relations et les occasions de socialisation des malades. La quasi-totalité a dû renoncer à des activités sociales en lien avec ces symptômes de Covid long. C'est évidemment extrêmement pesant psychologiquement. On ne pourra pas vous faire écouter de témoignages à ce niveau-là, mais bon, la plupart d'entre vous le vivent et donc vous l'imaginez assez bien. Par ailleurs, 85% déclarent ressentir des formes d'isolement du fait de leur maladie. Et donc, il ne faut pas oublier... Ah, pardon. Du coup, vous ne pouvez pas l'écouter, désolé. Et donc, il ne faut pas oublier que la maladie d'un proche affecte toute la famille, impacte le rôle familial, en particulier celui de parents. Donc, pour celles et ceux qui sont concernés, il y a cet enjeu d'une difficulté à prendre soin de ses proches dont on doit prendre soin. Les rôles dans la famille, ils évoluent, c'est une source de grande détresse. C'est l'impression, je cite, de faire partie du mobilier, d'être une plante verte, une assistée, un fardeau, de rater la vie de ses enfants, d'inverser les rôles et de souffrir de cette inversion de rôle. C'est des séparations, c'est des divorces, c'est une ambiance familiale dégradée, c'est des proches qui remettent en cause la maladie. C'est l'impression de ne plus se reconnaître, s'isoler. C'est des retours chez les parents pour les plus jeunes. C'est ne plus voir ses enfants quand il y a des gardes alternées puisqu'on n'a pas l'énergie de s'en occuper. Et on aurait voulu vous faire entendre un témoignage de Covid long pédiatrique qu'on ne pourra pas vous faire entendre, mais on aimerait bien rappeler et insister pour dire que ces jeunes malades
connaissent des difficultés et des enjeux propres à leur âge, propres à leur situation sociale, qui sont encore pour l'instant très largement sous-estimés. Donc très très rapidement, et ça va nourrir la conversation que Tommaso va mener, je vais vous les afficher, je ne vais pas vous les lire, c'est les besoins et attentes des patients qui étaient invités à donner des idées, si ils et elles le souhaitaient, sur qu'est-ce qui pourrait les aider. Ça peut se résumer en trois types d'attentes: des attentes médicales, des attentes politiques, des attentes en termes professionnels. Donc médical, très rapidement, une sensibilisation massive des médecins généralistes, une clarification de l'accès au trajet de soins, une réévaluation de l'adéquation de ce qui est proposé dans ce trajet de soins, une prise en charge financière d'un suivi en psychologie comme c'était initialement prévu, des aides familiales financées, aidées, je ne sais pas, la fin de la psychologisation de la maladie, de la revalidation à l'effort comme seule et unique réponse encore proposée, le développement d'autres centres de référence sur le Covid long, le développement d'études cliniques avec inclusion des patients et des patientes dans le processus de décision. Au travail, voilà, des mi-temps thérapeutiques, des adaptations du handicap. Et en fait, c'est considérer que le handicap, le considérer en termes de maintien dans l'emploi et non plus de retour à l'emploi une fois qu'on en est sorti. Et il existe des possibilités, dans beaucoup de cas, si on est un peu plus large, notamment au niveau des indépendants, qui pourraient permettre aux personnes de se maintenir dans l'emploi, même de manière très partielle. Une adaptation des modalités de reconnaissance en maladie professionnelle, c'est un problème qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, qui était dans les témoignages. Une formation des médecins contrôle, qui sont un véritable problème que rencontrent les Covid longs, dont je rappelle que 126 sur les 321 n'ont pas repris le travail et doivent en permanence se justifier de cette non-reprise sous la menace par ces médecins qui ne connaissent pas la maladie d'une reprise et dont même les scintigraphies ne font pas pour eux, des attestations ne font pas pour eux preuve de la maladie. Dernier aspect, c'est l'aspect politique. C'est une séparation qui est évidemment artificielle. Tout ce qu'on vient de dire est évidemment politique. Tout pourrait mériter une action de la part du politique. Donc, il y a une demande de créer une plateforme belge d'information sur laquelle seraient regroupées toutes les informations nécessaires à un patient qui se découvre Covid long, les essais cliniques, les centres de prise en charge, retirer une partie de la charge mentale qu'aujourd'hui les patients portent. Instaurer des aides pour les aidants proches sous forme de congés, d'aide à l'accompagnement, augmenter les budgets pour la recherche sur la maladie et les traitements, faire une campagne de sensibilisation au Covid, mais au Covid long aussi, généraliser le maximum à facturer pour les Covid longs, comme cela avait été promis en mai 2021, mener une meilleure sensibilisation et une meilleure formation des médecins, notamment généralistes, reconnaître un statut d'invalidité pour le Covid long, mieux informer les CPAS qui constituent l'une des sources de financement alternatifs pour une partie des malades, faciliter l'accès à un statut de handicap de maladie chronique,